La plus grande de tous les temps prend sa retraite. On rend hommage aujourd'hui à Christine Sinclair. Bilan de fin de saison, le CF Montréal éliminé pendant que M. Joey Saputo, lui, il fait le party à Bologne. Et tu parles d'une bonne idée, toi. Pourquoi pas faire la Coupe du monde féminine en Arabie Saoudite, hein? Ici Assoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. In the wall, it is over. Brilliant! What a strike! Christine Sinclair sends a gasp around the Olympia Stadion in Berlin. Towards Christine Sinclair! It's a hat-trick for Christine Sinclair! J'ai des frissons. T'es ému, hein? Ah ouais, bonjour les gars. Hello. Bonjour. Quel grand moment. On s'en doutait un peu. On savait que ça s'en venait. Puis même des fois, on a dit dans les dernières semaines, derniers mois, que c'était peut-être le temps pour elle de laisser la place aux autres. Mais on dira... on parlera... Surtout Assoun, là. Ouais. Dinosaure, mais on parlera pas de ça aujourd'hui, ou c'est peut-être l'occasion pour lui de justifier ses mots parce qu'ils ont été très, très mal reçus, particulièrement par la fille qui anime ici. Ah. Christine Sinclair, donc, c'est quoi? 327 matchs avec l'équipe canadienne, 190 buts. Et oui, le vidéo produit par Canada Soccer, c'est écrit la plus grande buteuse de tous les temps. Non, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Donc, 23 ans dans le programme. Bon, elle a dit que dans sa tête, c'était assez clair qu'elle se rendrait pas aux Jeux olympiques de Paris. Après la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, c'est assez incroyable de terminer comme ça. Elle voulait quand même tenter sa chance pour la Coupe du monde. Et là, il y a 2 matchs prévus au Canada, un à Montréal samedi prochain. J'ai mis billet. Je ne sais pas si je vais être là. Message à mes patrons. Olivier va être là pour couvrir. Hey, quel privilège en passant de l'avoir ici à Montréal contre pas n'importe qui, le Brésil de Martha. Un match à Halifax. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une dernière tournée des derniers matchs chez elle en Colombie-Britannique pour la prochaine fenêtre internationale. C'est pas annoncé, mais c'était assez clair, merci, dans la lettre ouverte qu'elle a écrite, là. C'est ça qu'on comprend. Que ça se termine chez elle, où elle a grandi, etc. Mais ce ne sera pas plus que ça. Pour ceux qui ont lu sa biographie, elle dit « Non, c'est pas vrai que moi, je veux pas faire une tournée comme Stéphanie Labbé a fait dans la tournée pour la médaille d'or. C'est pas moi. » La tournée pour la tournée, on va dire. Une tournée qui n'a pas marché, mais bref, c'est pas dans sa personnalité d'être le centre d'attention pendant 1 an et faire mes adieux comme une certaine Carrie Lloyd le fait. La publication de Stéphanie Labbé sur Instagram pour saluer Sinclair, c'est une galerie de photos. Et à la toute dernière, on voit la réaction de Christine Sinclair quand ses coéquipières lui ont préparé une espèce de... Ils ont mis sur une table en grosses lettres illuminées Cinq, puis le record de but 185. Elle a l'air vraiment fâchée. Elle est pas bien. Elle est pas bien que ses coéquipières aient voulu souligner ça. J'avais jamais vu cette photo-là. Ça m'a vraiment, vraiment amusé. Puis elle en parlait aussi dans sa biographie à quel point ce maudit record, dans le sens où elle avait juste hâte que ça se termine parce que elle voulait pas être célébrée, puis elle était tannée qu'on lui en parle. Elle avait comme une pression sur les épaules d'aller chercher ce but. Je veux vous entendre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Christine Sinclair? On s'entend 2 profils totalement différents. Assoun, tu l'as dit plusieurs fois. Bon, tu es un Parisien sénégalais. Je sais pas si tu as une nouvelle d'origine depuis qu'on... Québécois. T'es Canadien aujourd'hui? Oui. Mais on s'entend que tu l'as dit qu'avant d'arriver ici au Québec et au Canada, tu ne suivais pas nécessairement tant que ça le soccer féminin et tu as appris à l'apprécier en arrivant ici. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as découvert de Christine Sinclair? Pour toi, qu'est-ce qu'elle représente pour le foot en général? C'est vrai que j'ai ce regard-là d'avoir
eu la chance, entre guillemets, d'avoir découvert Christine Sinclair par le tard, découvert la personnalité qu'elle était, la joueuse exceptionnelle qu'elle était aussi. Donc forcément, tu as un regard admiratif sur ce qu'elle représente dans le sport féminin, mais pas seulement, finalement. On se rend compte que il faut aussi des femmes capables de faire exploser ce plafond de verre, d'amener dans son sillage aussi un soccer, une discipline qui avait besoin d'évoluer et de grandir. Le soccer féminin a sa place aujourd'hui dans le monde entier et reconnu, et c'est grâce, entre autres, à des Rapinoe aux États-Unis, Martha au Brésil, mais Christine Sinclair ici au Canada aussi, et c'est ce qu'elle représente. C'est juste une icône, une légende, un dinosaure de ce sport-là. Et à l'image des Cristiano Ronaldo, quand on parle de football et de légende, on vient tout de suite avec des Kylian Mbappé, Ronaldo, Messi, bien entendu, mais elle fait partie de cette rempla de joueuses exceptionnelles qui ont porté sur elle toute une discipline, et je crois que ça a plus de mérite même que ce qu'ont fait ces garçons-là dans leur discipline, où il y a eu des pionniers avant qui ont évolué et qui ont fait les choses pour eux. Parce que dans les noms que tu as nommés, autant du côté féminin que masculin, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est des grands athlètes qui ont eu des chiffres exceptionnels, qui sont adorés par certains, mais détestés par d'autres. Et moi, ce qui me fascine avec Christine Sinclair, c'est, bon, on voit tous les records qu'elle a eus, mais c'est l'humain qu'elle est. Qui n'aime pas Christine Sinclair? Qui a quelque chose de négatif à dire? Non, mais dans le sens où... Elle a quand même bloqué la fédération américaine sur Twitter. Non, mais ça, c'est parfait. Non, mais ça, c'est Christine Sinclair. C'est pas une Megan Rapinoe qui va se lever, qui va parler dans un vestiaire, qui va aller au micro. Et là, subtilement, je bloque l'équipe américaine. C'est magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu que ça revient à ce que tu as dit, Oli. C'est plus que juste des chiffres, c'est plus que juste sa capacité de marquer des buts, sa capacité de faire la différence dans des matchs importants. C'est beaucoup plus gros que ça, ce qu'elle lègue aujourd'hui. Puis c'est un être de contradiction et de paradoxe, un peu, Christine Sinclair, dans la mesure où c'est quelqu'un qui déteste, tu l'as dit, l'attention médiatique particulièrement, l'attention en général, l'attention médiatique en particulier, aime pas vraiment ça, faire des entrevues. Fait que je me trouve privilégié de l'avoir fait 2 fois. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, énormément de choses et de causes à défendre. Le seul aspect de sa vie privée qu'elle a dévoilé, c'est sa mère qui a vécu avec la sclérose en plaques, qui est plus parmi nous maintenant. Mais elle s'est impliquée dans cette cause-là. Toute l'histoire avec la fédération, puis oui, on en a parler davantage dans les derniers mois, dernières années, parce qu'à un moment donné, on est arrivé à un certain point de rupture, mais ça fait partie de sa carrière au complet. Et c'est pas pour rien que sa biographie s'appelle « Play the long game ». C'est essentiellement un jeu de mots sur, bon, et bien sûr, tu play the long game, tu peux jouer long au soccer, mais ça veut dire une approche à long terme. C'est qu'elle ne pense pas uniquement à sa carrière, elle pense à ce que son sport va devenir. Donc, dans cette optique-là, que ce soit quelqu'un qui, quand même, malgré tout, elle aime pas ça être sous les projecteurs, mais elle arrive quand même à trouver la bonne tribune au bon moment pour parler de ces choses-là. Et de continuer à aussi, je pense, amener dans son sillage certaines nouvelles cadres de cette équipe-là. Quand tu regardes qu'est-ce qu'une Janine Beckie est en train de faire, même si ça fait des mois qu'elle n'est pas sur le terrain, elle occupe quand même une place prépondérante actuellement dans le programme canadien de par son implication en coulisses. Je pense pas que Janine Beckie ait la même trempe de leader sans Christine Sinclair. Non, ça se peut juste pas. C'est une leader, comme on dit, silencieuse, mais quand tu parles de sa personnalité, j'ai un passage de la biographie qui me revient en tête, puis ça me faisait vraiment rire. C'est que, bon, au début, quand Jessie Fleming est arrivée avec l'équipe canadienne, ils ont dit, bon, on pourrait les mettre roommate avec Christine Sinclair. Tu sais, c'est une fille qui va être très importante dans le futur de l'équipe canadienne, Jessie Fleming, mais tu peux pas avoir 2 joueuses plus anti-vedettes, anti-médias. Ah, elle aime pas ça. Si tu veux, 2 filles qui vont pas se parler, c'est la combinaison parfaite. Elle dit c'était épouvantable. On voulait même pas se parler, on voulait pas se regarder. Ça fonctionnait pas du tout dans la vie personnelle, mais sur le terrain, elle a été un mentor pour une fille comme Jessie Fleming. Quand on regarde sur le terrain, tu sais, il y a des joueuses, des joueurs qui sont flamboyants. Oui, tu vas parler de Mbappé ou des joueuses qui vont... Martha, c'est une grande technicienne. Elle nous a marqué par ses dribbles incroyables. Christine Sinclair, c'est pas ça. Ouais. C'est un autre registre. Mais ce qu'on comprend, puis ça, tu dis, c'est un talent, c'est inné.
C'est avoir la capacité de se retrouver au bon moment, à la bonne place. Et c'est comme si le ballon, clairement, c'est comme si le ballon arrivait sur ton pied au moment opportun, puis c'est toi qui finalement comptais le but. C'est comme c'est quelque chose, ça, qui s'apprend pas. L'instinct, l'anticipation. Oui, le sens du jeu, le sens de l'espace aussi. Moi, je la comparais plus à une Trezeguet dans le football masculin, où elle arrive à s'ajuster à chaque fois, à avoir des angles parfaits pour ajuster le bon geste au bon moment. Et c'est tout un don, justement, d'arriver à enchaîner, à être au bout de la statistique. C'est vraiment une performeuse, en fait, où tu sais que quand elle arrive sur le terrain, il va se passer quelque chose et elle va ressortir de là, soit avec un but, 2, 3, plus même, et des passes décisives. Donc, répéter ces exploits-là pendant pratiquement 24 ans, c'est 6 Coupes du Monde quand même. 6 Coupes du Monde, c'est juste exceptionnel. Et elle mérite tout simplement les hommages qu'on doit lui rendre aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir aussi, moi, c'est la reconversion qu'elle aura, quel registre elle voudra occuper dans le monde du foot avec sa personnalité. Elle ne se voit pas en tant qu'entraîneur-chef aujourd'hui. Donc celui d'adjoint ou d'accompagnant des attaquants, je pense que ça peut être un bon registre aussi. Mais j'ai hâte de voir déjà si elle va occuper un rôle pour les Jeux Olympiques et quel rôle elle aura. Moi, je trouve que c'est super d'avoir adjointe, là. Ouais, mais elle veut jouer à Portland en 2024. Fait qu'elle va faire quoi? Elle va jouer les 6 matchs de la Coupe Challenge l'an prochain, tu sais? Peut-être. Peut-être. On verra. Je sais pas. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même rare qu'on entend ça, quelqu'un qui ouvertement dit non, moi, entraîneur-chef, je veux pas. Moi, mais c'est quelqu'un qui a toujours été consciente de ses qualités, justement. Consciente de ses qualités puis de ses lacunes. Puis si elle sent qu'elle n'a pas ça en elle, je veux dire, c'est rendre service à la prochaine génération que de savoir dans quelle fonction tu peux réellement les aider. Puis je pense que c'était pas innocent que quand on a annoncé la création de la nouvelle Ligue Pro au Canada avec Diana Matheson, que Christine Sinclair était là. Je pense qu'elle est consciente de l'enjeu. Puis elle peut assurément, puis le futur lui appartient, puis c'est pas moi qui vais lui dire quoi faire, mais je serais soufflé si elle n'occupait pas un certain rôle dans cette initiative-là dans le futur. Puis c'est ponctuel, je veux dire, c'est le ressenti d'aujourd'hui. Ouais, on a déjà été surpris par le timing. Moi, on m'a posé la question, est-ce que tu es surpris de la voir prendre sa retraite cette semaine? Oui. Je m'attendais à ce que ça soit à la fermeture de la Coupe du Monde, au lendemain de la défaite. Je me suis dit, j'attendais peut-être un communiqué de Christine Sinclair pour dire, pour moi, c'est terminé. Puis ça s'est étiré, des jours sont passés, semaines, mois. Puis on se dit, OK, on se projette pour les Jeux Olympiques. Là, c'est juste là. Donc, j'imaginais à ce qu'elle continue. Puis non, son ressenti lui a dit, c'est maintenant que je vais annoncer ma retraite. Et elle sort de cette façon. Et peut-être que dans le même registre, en tant qu'entraîneuse, peut-être que ça peut être pour elle une nouvelle vocation dans quelques mois, quelques années. Ça a l'air d'une évidence aujourd'hui, mais un Zidane entraîneur, il y a 15 ans, c'était inimaginable pour beaucoup, là, au vu de la personnalité qu'il avait, du registre, un gars un peu timide. Pourquoi pas la voir, je ne sais pas, rayonner d'une autre façon et pas être surpris dans 10 ans de la voir à la tête de la sélection. Mais j'ai l'impression que le timing, c'est directement lié au fait qu'il y a des matchs au Canada. Évidemment, j'ai l'impression que Christine Sinclair, mais surtout, elle a dû avoir de la pression de l'organisation où ne joue pas tes derniers matchs à l'autre bout de la planète, s'il te plaît. Donc là, on dirait que le scénario est en quelque sorte parfait. Oli, tu as beaucoup suivi, comme moi, la carrière de Christine Sinclair. Puis j'essayais d'y repenser dans les derniers jours. Quand on repense à tous les grands moments de sa carrière, c'est quoi le ou les moments qui te viennent en tête particulièrement? Je pense que c'est difficile de passer à côté de son triplé à Londres contre les Américaines, même si ça s'est terminé dans la défaite. Puis à ce jour, je ne comprends pas comment, cette année-là en particulier et n'importe quelle autre année en général, qu'elle n'ait jamais gagné le prix de joueuse de l'année sur la planète Terre. Honnêtement, c'est incompréhensible pour moi. Je me demande si j'ai déjà vu une performance aussi dominante d'un joueur ou d'une joueuse individuelle. C'était absolument remarquable. Elle a pris cette équipe-là sur ses épaules. Elle voulait cette médaille d'or-là. Battre les Américaines au passage, ça a pris encore un petit peu plus de temps avant qu'elle y arrive. Mais ce match-là, c'était l'apothéose de Christine Sinclair. Par contre, ça, c'est une performance en général. Mais un moment, puis on le voit dans cette vidéo-là de Canada Soccer, son coup franc contre l'Allemagne à Berlin. Attends, là. Avec son masque, Oh! elle vient de se casser le nez. C'est glorieux. Moi, c'est un ça. moment, là,
Une seconde, Moi, qui c'est m'a la marqué, trajectoire là, de cette c'est balle. l'image, là. Jacques-Alexis pourra la mettre dans notre version vidéo, mais j'ai l'image sur mon Ben oui. laptop que je vous montre. Son nez est cassé. Il dit, je suis pas sûr. Elle se fait dire, pas sûr que tu devrais retourner jouer. Elle met son masque de gladiateur, puis elle s'en va scorer sur un coup franc. Ben, C'est un moment Elle finit par d'anthologie. puis elle finit par l'enlever aussi parce que c'est juste Elle voyait rien, elle dit. avoir rien, tu respires mal. Fait que- Elle préférait prendre le risque de se le recasser encore davantage. Mais je pense pas. C'est pas ça qu'elle dit qu'elle avait mangé un autre coup le match d'après ou quelque chose comme ça sur son nez cassé. Mais bon, ça vaut la peine. Mais tu sais, c'est des moments. Rendu là, cassé, il est cassé. Hein. Il est cassé un peu moins. Qu'est-ce que ça fait? À ça, il n'est pas d'accord. Bof, bof, bof. Surcassé, Mais bref. On pourrait parler de Jeb Brofsky. par exemple. Exact. Donc, Christine Sinclair, écoute, la plus grande de tous les temps. Une personne qu'on admire pour son jeu sur le terrain, mais pour aussi qu'est-ce qu'elle a représenté à l'extérieur. Puis, tu sais, rester humble quand tu es la meilleure au monde, c'est pas facile. Samedi, elle va être à Montréal, mais là, après ça, le 5 novembre, là, il y a des demi-finales présentées à Radio-Canada Sport, des demi-finales de la NWSL, puis entre autres, il y aura un match entre les Thorns de Portland de Christine Sinclair et le Gotham FC d'une certaine Ali Krieger, une légende américaine contre une légende canadienne. Puis dans l'autre match, ben, ce sera Megan Rapinoe, elle aussi, qui va prendre sa retraite contre une certaine Alex Morgan du Wave de San Diego. Elle veut pas prendre sa retraite, un instant. Là. Elle veut pas prendre sa retraite. Megan Rapinoe, pas tout de suite. Là. Ben Elle non, veut, c'est elle veut ça. gagner contre Ben- Alex Morgan. Mais as-tu vu sa face après qu'elle se soit fait demander qu'est-ce que tu penses du match-up contre San Diego, le sourire qu'elle a fait en disant « Hey, on s'aime pas beaucoup, fait que ça va être bon ». Ben non, c'est quand même un Caridas, mon Dieu, j'avais un Caridas. accent à la sonne là-dessus. Un Caridas vraiment, vraiment idéal. On est servi 4 grandes joueuses qui ont fait énormément sur la scène internationale, qui là se retrouvent dans des matchs aussi importants dans nos NWSL. On va être là ensemble. Ça, c'est Maxime. l'accent de qui, Pas ça? de problème. Ça, c'était l'accent du Saguenay. Ah. Olivier. Maintenant, les gars, on va être un peu plus négatif peut-être. C'est le temps de faire le bilan de fin de saison du CF Montréal qui est officiellement en vacances. On est arrivé à Decision Day avec un avantage, avec une situation qu'on dépend de personne. C'est pour ça que ça fait du mal. Ça fait du mal de finir la saison comme ça. Notre objectif, c'était de faire les playoffs, même de jouer le mercredi un match à la maison. Et malheureusement, ça va pas passer. Mais oui, cette saison, on était dans certaines situations que sont des situations de nouveau pour un groupe qui il a beaucoup amélioré. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que, si tu fais la comparaison maintenant par rapport au début de saison, il avait beaucoup de progression. Sans dire de nombre, non? Parce que pour progresser individuellement aussi, tu as besoin d'un bon groupe, d'un collectif. Et voilà, maintenant de faire des analyses, de regarder aussi par l'intérieur de chacun. Parce que si on veut progresser, on doit de faire une bonne analyse, de regarder quelque chose on a fait du bien et quelque chose on doit améliorer si on veut rester compétitif encore plus les prochaines années. Alors, le CF Montréal qui a perdu à Columbus, ça a été une finale... je ne sais pas quel mot utiliser, là, une finale crève-cœur, mais parce qu'on a vu les joueurs, les entraîneurs sur le banc regarder ce match et voir le penalty des Red Bulls dans les arrêts de jeu, ce qui signifiait officiellement que le CF Montréal était éliminé. Il y en a qui diraient, oh, mon Dieu, ça passait tellement proche. Mais en même temps, je me dis, le CF Montréal a couru à sa perte dans le sens où ça fait longtemps qu'il aurait pu gagner davantage de matchs sur la route, notamment. Et bref... même si CF Montréal avait réussi à se qualifier pour les éliminatoires, combien de temps ça aurait duré, cette fête de fin de saison? Ah, c'est la MLS, hein? On ne sait jamais ce qui peut arriver en MLS. Ça peut être vraiment, vraiment bizarre. C'est sûr, on ne sait jamais. Tu sais jamais. OK, on y va avec la première question. Direct. Hernan Losada. Est-ce qu'on peut revenir avec lui? Est-ce qu'on revient avec lui l'année prochaine? Oui. Oui? Oui, moi, je pense qu'ils vont revenir avec. Juste parce qu'on ne peut pas changer tout le temps. Ben, d'un, tu peux pas changer tout le temps, puis je veux dire,
Pourquoi tu le gardes? C'est quoi tes arguments? Pourquoi tu le garderais? Ils n'ont pas fini 15e, là. Ils ont fini 10e. Avec cet effectif-là. OK, mais pourquoi tu le garderais? Parce que là, ce qu'on comprend, ce qu'on sent, c'est que à la fin de la saison, c'est comme si le message ne passait plus nécessairement dans le vestiaire. Là. Ça avait pas... C'était pas l'harmonie. Moi, j'ai l'impression qu'Asson, il veut pas garder Hernan. Non, moi, j'aimerais le garder. Sincèrement, j'aimerais le garder. Je suis désolé de te décevoir, Christine. Mais pour le garder, il faut qu'il y ait une cohérence, en fait, dans le club, dans tous les aspects du club. Et je trouvais que c'était trop décorrélé, il n'y avait pas d'harmonie, la philosophie n'était pas claire du tout. Ben, c'est ça, puis tu veux le garder quand même. Oui, mais ça incombe pas à l'entraîneur. Franchement, pour être très honnête, ça incombe pas seulement à l'entraîneur, il y a eu du changement. Wilfried est parti avec la valise, il faut le dire, hein, de la philosophie de jeu du CF Montréal, ce qu'il a mis à Columbus. Sac cadeau. C'est juste exceptionnel et forcément, quand on a l'impression et quand on pensait que c'était le club qui maintenait cette philosophie-là, tu t'aperçois que non et que l'entraîneur arrivait avec il y a un problème, là, il y a un problème de connexion, il y a un problème de joueurs qui sont capables de jouer dans le registre dans lequel ils voulaient jouer. La qualité moyenne aussi de l'équipe, c'est une jeune équipe. C'est dur d'imaginer autre chose que de gagner les séries, d'aller en série. Franchement, c'était assez jeune, inexpérimenté aussi, et il n'y a pas une qualité exceptionnelle dans le groupe, il faut le dire, et avec des joueurs cruciaux qui étaient absents pendant la très grande majorité de la saison. Je pense à Kyoto. Kyoto, c'est en 10 à 15 buts assurés normalement, il n'est pas là. Il attendait Aaron Herrera comme un nouveau Johnston. Il est disparu de la map depuis tellement longtemps avec sa blessure. Oui, il n'est pas là, et quand tu as un joueur décisif qui n'est pas là pendant pratiquement les 3 quarts de l'année, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si on jouait à notre époque sans Nacho. Je veux dire, on perd en qualité, mais exceptionnelle. C'est trop. Donc incomber ça seulement à Losada, je trouverais ça injuste. Il y a de la frustration, mais je pense que l'équipe doit se regarder, à manquer aussi de jugement. Moi, je suis désolé, j'étais devant ma télé samedi pendant le match et je veux dire, le scénario, je le lisais, ça arrive, là, il va se passer quelque chose dans d'autres matchs. Je connais trop la MLS pour savoir que ça va se jouer là dans les arrêts de jeu, dans les 10 dernières minutes. Et puis les Red Bulls sont inévitables. Tu sais qu'ils vont être là. C'est ça. Est-ce que vous sentiez un sentiment d'urgence? Non, du tout. C'est ce qui m'a manqué, c'est ce qui me dérange le plus. C'est que j'ai pas senti une équipe. Il y avait l'ouverture, il y avait la possibilité de faire mal à Columbus, au moins aller chercher un point là-bas. Je pense qu'il y avait la possibilité. Mais j'ai pas senti ce sentiment d'urgence de se dire on va tout donner pour aller chercher au moins un point et revenir. J'ai senti qu'on espérait que les résultats soient favorables ailleurs. Et malheureusement, je veux dire, quand tu as un Red Bull qui arrive de cette façon et qui n'est même pas content de sa saison, je veux dire, ils se sont qualifiés, tu as l'entraîneur qui dit en conférence de presse, c'est une saison dégueulasse. Il a bien fait. Je veux dire, je vous dis la vérité, c'est nul ce qu'on a fait. Il ne faut pas s'attendre à ça, je ne veux pas vous vendre du rêve. Et c'est là où tu vois le degré justement d'exigence, où tu as un entraîneur qui se qualifie, qui devrait être content. Montréal, on ne se qualifie pas, puis c'est comme... mais les Red Bulls, mais un instant, Montréal a été au-dessus de la ligne pendant de longues périodes cette saison. Les Red Bulls, c'était la première fois qu'ils étaient au-dessus de la ligne de toute la saison. Eux autres, je comprends un peu que l'entraîneur sente que c'était une saison dégueulasse. C'est pas un peu ça le problème où on se contente à Montréal de... c'est correct, on n'avait pas la meilleure équipe, fait qu'on a fait correct avec ce qu'on avait. Mais c'est pas une philosophie qui va te permettre d'avoir du succès dans la MLS. Là. Puis c'est vrai que ça va au-delà de l'Osada, c'est plus profond. C'est plus profond. Et puis, tu sentais les invectives. Je veux dire, Samuel Piette prenait quand même... On sentait de l'amertume de certains. Il y a des questions aussi à se poser. Wanyama, il est passé où dans le radar? Je veux dire, c'est un joueur majeur qui vaut de l'argent, qui est en qualité, mais il est au placard. Il a passé la fin de saison sur le banc. C'est ça, mais ils l'ont mis à la cave. Pourquoi, en fait? On n'a jamais eu d'explication. Ouais. Et puis, il y a un joueur majeur comme ça qui ne joue pas. Je veux dire, tu as quand même 2 joueurs. Kyoto qui n'est pas là, tu as Wanyama qui n'est pas là, et tu espères justement avec des jeunes aller chercher l'impossible. Je suis désolé, là, mais c'est difficile justement d'expliquer tout ça. Fait que, au début de la saison, on parlait de l'arrivée d'Hernan Losada, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le projet sportif, la philosophie de jeu et tout ça. On semblait avoir des réponses à proposer. Mais là, tout le monde sort de cette saison-là avec plein de questions. Fait que le bilan de saison, pour moi, la conférence de presse, Olivier Renard, Hernan, tout ce monde-là, ça va être un moment de relations publiques extrêmement important. Ouais. Le plus important aussi. depuis vraiment un long moment à l'Impact / le CF Montréal. Parce que là, tu as plein de gens
qui suivent cette équipe-là puis qui se demandent c'est quoi le projet, c'est quoi l'idée. On nous a vendu quelque chose au début de la saison. On n'est pas trop sûr de ce qu'on nous a livré à notre porte. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? Est-ce que le projet, c'est une défense à 3 puis advienne que pourra? C'est quoi le projet? On ne le sait pas. Ouais. Surtout dans une saison où, je veux dire, là, on n'a jamais autant parlé dans le monde de la MLS. Je veux dire, depuis l'arrivée de Messi, la MLS, entre guillemets, est dans la map, est commentée, en bien, en mal, peu importe. La MLS existe là. Je veux dire, tu as la possibilité de t'inscrire dans un projet qui devient ultra stimulant, intéressant. Et au même moment, on sent le CF Montréal un peu, voilà, moins ambitieux, moins dans l'idée justement d'aller dans le même rythme que la MLS. Et j'ai envie de voir, moi, le CF grandir, être très attractif, donner envie aux partisans de venir. Et malheureusement, les commentaires que j'ai, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, c'est Soun, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'équipe est moins ambitieuse, etc. Et c'est difficile à entendre pour des gens à Montréal qui aiment le foot. Ils aiment le foot, ils aiment le soccer et ils ont envie d'avoir une équipe qui peut les emmener, les accompagner. Et je trouve qu'on voit moi ça en ce moment. Donc, tu as raison quand tu parles de communication. Ouais. C'est ultra important. Ça va être, je valide à 1000% Olivier. J'ai jamais autant ressenti ce besoin-là de communiquer, de recoller justement avec la fan base, mais aussi à l'intérieur du vestiaire. Entre les partisans, entre les joueurs qui vont rester, entre le coach. Je veux dire, voir les invectives, les uns les autres se tirer la faute, c'est compliqué. Je veux dire, tu as des joueurs qui vont dire qui disent à Hernan Losada, on ne comprend pas la tactique, etc. Puis de l'autre côté, le coach va arriver, va dire oui, mais si tu ne comprends pas, c'est parce que je veux d'autres joueurs que toi. S'il te plaît, si on n'a pas de bons résultats, c'est parce que tu es sur le terrain aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent être compliquées et on ne veut pas voir ça. On veut voir une équipe qui va de l'avant, qui grandit ensemble. Et j'ai hâte de voir les décisions qui vont être prises. Et Christine a dit quelque chose tantôt. C'est pas une philosophie qui fait gagner en MLS. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'équipes qui ont un budget salarial à peu près dans les mêmes eaux que le CF Montréal qui se sont qualifiées pour les playoffs? Oui, ça t'en prend une philosophie, ça te prend une idée, ça te prend un projet de jeu parce que c'est pas vrai que tu peux te payer des Lorenzo Insigne et des Lionel Messi à l'appel. Un style de jeu, une idée directe. Je veux dire, la MLS a grandi, évolue d'année en année et tu dois rattraper déjà des années de retard. Je pense qu'on est déjà en retard par rapport à certaines formations, certains circuits qui sont déjà très très bien établis. Il faut mais je parle même relancer pas, la machine. on va en parler, je parlais même pas des investissements. Quand je dis la philosophie, c'est comme la mentalité de se contenter de... C'est pas grave si on fait pas les éliminatoires, puis c'est pas grave si on finit en milieu de peloton. Non, mais tu penses qu'ils se disent ça, eux autres, d'un bureau? Je sais pas, mais c'est quoi qu'on prend comme décision? Parce que parlons-en. Ils ont dit toute la saison qu'ils voulaient faire les playoffs. On n'investit pas nécessairement parce que là, une image assez farfelue qui a été publiée sur les réseaux sociaux, c'est au lendemain de l'élimination de CF Montréal, on a notre ami Joey Saputo qui, lui, a vraiment du fun à Bologne. Je sais que pendant longtemps, on a reproché peut-être à Joey Saputo d'être trop impliqué dans les décisions. On se souvient comment ça s'est très mal passé pour Wilfried Nancy à Montréal, entre autres. Mais là, c'est du moment où il est plus là. Puis quand j'ai vu ça publié, j'ai eu l'impression, peut-être un manque de tact, mais j'ai vraiment eu l'impression, OK, lui, il est à Bologne, puis il n'en a plus rien à foutre du CF Montréal. Je pense qu'il faut prendre du recul sur les images. J'ai l'impression que c'était une image instantanée, filmée, même à son insu. Donc forcément... Mais tu le sens-tu impliqué? Quand on la met en corrélation avec ce qui se passe à Montréal, forcément, c'est deux mondes différents. Ouais. Je veux dire, super extraverti, très heureux à Bologne. Et c'est sûr qu'à Montréal, je veux dire, c'est la monotonie, il pleut, là, c'est la tempête à Montréal, il ne se passe absolument rien. Donc forcément, en tant qu'observateur et partisan, tu te dis, on a envie de voir un peu plus Joey ici. Mais quand on l'avait un peu plus ici, les partisans n'étaient pas contents. Ils se disaient, il faut que Joey prenne du recul aussi et retourne à Bologne. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger les choses. Je pense qu'il faut... faire confiance au directoire. Moi, s'il y a une personne que j'ai envie de beaucoup plus voir, c'est Gabriel Gervais. C'est sa fonction, c'est sa réalité de président aujourd'hui. On l'a pris pour ça. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins vu. C'est vrai, hein? Ouais, au début, il était très présent. Oui, on l'a beaucoup moins vu dans les médias, on l'a beaucoup moins vu dans la présentation. Et quand tu parlais de communication, d'exercice de communication, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin justement d'être rassuré, d'avoir une certaine ouverture. Mais je pense qu'il a voulu laisser les acteurs travailler, aller au bout peut-être de l'idée
de cette année. Et je pense que on le verra beaucoup plus dans la post-saison et dans ce moment charnière dont tu parlais, celui de communiquer, de montrer dans quelle direction on va, de quelles décisions on va prendre. Et j'ai hâte de voir dans quelle direction on va aller. Donc Joey Saputo, je lui impute moins ça. Aujourd'hui, c'est Gabriel le président et c'est Gabriel qui assume justement cette fonction-là. Parce que vous parlez du bilan de fin de saison, là. Justement, c'est un peu un test en quelque sorte parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes, en fait, si je vous demande pourquoi j'achèterais un billet de saison pour la saison prochaine. Parce que tu vas voir jouer Lionel Messi. Voyons, Olivier, tu ne te déplaces pas juste pour un joueur. C'est épouvantable. Non. Les gens, il n'y a plus rien de sacré dans le monde du foot. Oli, je l'ai vu en tribune quand on jouait contre Beckham. Il était avec le maillot de Beckham. Non, c'est faux. C'est faux. Il a scrappé mon recap. Je travaillais ce jour-là. Je peux te dire que si Beckham, moi, j'avais l'occasion de le voir ailleurs que sur ma TV en regardant Netflix, je me déplacerais. Tu l'amènerais dans ta Rolls-Royce. Entre autres. Bon. Non, mais écoute. Mais c'est quoi les arguments? Faut que tu réussisses à me convaincre d'acheter pour l'année prochaine? Moi, je suis pas la bonne personne à qui demander ça parce que je crois. Ben oui, je suis un cynique, mais en même temps, il y a une part de moi qui croit très fermement, même si c'est pas mon cas, que tu devrais encourager ton club local. Advienne que pourra. Puis, tu sais, c'est pas comme si... tu dépenses, là. Oui, il faut que tu dépenses. Pourquoi tu mettrais de l'argent là-dessus plutôt qu'un autre sport ou aller au Zoukari avec tes enfants? Parce que c'est pas... Ben, d'une part, ça, tu y vas une fois. Ça, au stade, tu y vas 17, 18, 19 fois par saison. Ça reste encore un des endroits à Montréal où tu parles d'un rapport qualité-prix relativement raisonnable. On verra je remarque que j'ai pas vu les prix pour la saison prochaine. Donc, tu veux que je m'intéresse alors que le propriétaire est désintéressé? Moi, je suis quelqu'un qui, de saison en saison, suit une équipe, suit l'histoire d'une équipe, voit l'évolution d'une année à l'autre. Fait que je suis pas la bonne personne à qui demander ça. Mais je crois fermement en soutenir son équipe locale. Jusqu'à un certain point. Puis je pense pas que ce point-là a été atteint avec le CF Montréal non plus. Il y a quand même encore des raisons d'aller au stade. Il y a des raisons de suivre l'évolution de cette équipe-là. Il y a des jeunes que moi, j'ai envie de revoir l'an prochain. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'un Nathan Saliba avec davantage de responsabilités peut faire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'un Mathieu Choinière, qui est plus un jeune d'ailleurs, ce que Mathieu Choinière pourrait faire, mettons qu'on lui demande pas d'aller patcher les trous de semaine en semaine. Tu sais, si tu lui donnes réellement les clés de quelque chose, puis va faire ce que tu sais faire de mieux. Billet de saison, zone de famille, 4 places, 1 600 $. D'où Jésus, Marie-Joseph. C'est beaucoup d'argent quand même pour une petite famille. C'est pas si mal. Ben, tu sais, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un bon rapport qualité-prix et tout, mais comme tu dis, il faut falloir un projet. Il faut quand même réussir à convaincre. Mais tu sais, moi, je suis pas c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui va te dire ça prend une vedette. T'sais, moi, je veux voir des vedettes. Je suis pas ce genre-là. Puis apparemment, il y en a beaucoup des gens comme ça. Qui veulent pas de vedettes? Non, qui veulent des vedettes. Ah oui. Moi, je suis pas contre les vedettes à partir du moment où elles s'inscrivent. Ah oui, mais c'est sûr, t'en étais une. Ben, c'est ça. Ouais, s'inscrivent justement dans le projet. Je veux dire, c'est un plus. On peut pas se mentir. Mais maintenant, je pense vraiment que c'est l'exercice de communication. Je veux dire, la direction qu'on veut donner, comment parler aux partisans. Je veux dire, la meilleure façon de vendre un produit, à mes yeux en tout cas, c'est de pas le vendre. C'est comment tu vas affilier ton partisan, comment tu vas communier avec lui, lui faire sentir un moment de privilégié au stade, je veux dire, et comment tu peux lui donner une fierté de porter le maillot. C'est ça, une équipe de foot, c'est ça, c'est que des sentiments, c'est des moments partagés en famille qui restent gravés à jamais, et c'est ce que... C'est la mission d'un club de sport, c'est vraiment les émotions. Donc, est-ce que le club doit changer justement de registre, doit évoluer dans cette facette-là? Moi, je pense que oui, il y a des choses à améliorer. On est dans une saison, je veux dire, ça a été une saison record pour la MLS, plus de 22 000 spectateurs en moyenne cette année. On a Lionel Messi dans le championnat. Je veux dire, Messi, c'est quand même Lionel Messi. Et il y a tout, en fait, pour arriver à créer un produit ultra intéressant, ultra captivant pour les gens sur le plan local. Et je veux dire, il manque rien là, pour faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, une des choses je sais que c'est un cheval de bataille que j'ai toujours eu, puis je m'acharne, puis je suis tannant avec ça. Puis ils sont probablement tannés de m'entendre dans ces bureaux-là aussi, mais combien de fois, au fil des années, on s'est fait dire, mais
ce qui est le fun avec quand tu vas à l'Impact, c'est l'ambiance. Tu sais. Il n'y a rien y a rien comme ça à Montréal. C'est particulier. Puis on dirait que de plus en plus, l'Impact essaie de devenir comme le Canadien. En termes d'ambiance, en termes de comment tu arranges ton stade, en termes de comment tu vis l'expérience au stade. Au lieu de juste prendre qu'est-ce qui faisait en sorte que l'ambiance était particulière, là, puis là, tu double down là-dessus. Quand ça commence à chanter dans les tribunes, ferme la musique. Là, tu vas créer un happening. Là, tu vas créer quelque chose. Hey, chaque fois quand on vient au stade, là, à un moment donné, là, le stade prend vie tranquillement, le stade se réveille. Au lieu de, hey, le stade est en train de se réveiller, puis là, on va partir du SIA. Puis on tue l'ambiance. À un moment donné, là, il va falloir que quelqu'un, dans les bureaux au stade Saputo, s'installe autour d'une table avec tous les gens qui sont responsables de ça, là, la vie au stade, puis qu'on se dise, hey, pendant des années, on s'est fait dire, l'ambiance au stade, c'est ça qui fait la particularité, la distinction de l'Impact de Montréal puis du CF Montréal. Comment est-ce qu'on peut encore rendre ça encore meilleur pour qu'on, au moins, là, même si sur le terrain, des fois, ça prend l'eau, qu'on ait encore au moins ça. Parce que moi, ça m'enrage quand j'entends les... Non, hein? Ça m'enrage quand les groupes de supporters commencent à prendre de la voix puis que là, le DJ met la musique à 11. Ça m'enrage. Si vous avez besoin d'un consultant, Louis Tremblay est disponible. Non, je suis pas disponible. Je veux pas. Est-ce que le temps est venu pour Joey Saputo de vendre? Est-ce que ce serait l'une des solutions? Est-ce que vous sentez que peut-être qu'il se dirige vers ça? Bien, ça dépend à qui tu vends puis qu'est-ce que le je nouveau sais, propriétaire Olivier, fait notre avec. job, c'est des... Je veux dire, vendre pour vendre... en même temps, la réalité, c'est que qui pourrait acheter ça? Si c'est pour le déménager ailleurs, je veux dire. Moi, je trouverais ça triste de le vendre. Au contraire, je pense qu'il y a... Je pense que c'est le meilleur moment pour être en MLS aujourd'hui. Vraiment, il y a tout est réuni pour avoir un magnifique produit. Pour avoir la possibilité de créer un happening, un événement récurrent, exceptionnel aussi, week-end après week-end. Tu es dans une ligue qui grandit, qui évolue, il y a des super joueurs et des super projets aussi qui deviennent intéressants. Il y a des rivalités qui se créent, qui existent déjà, je pense à Toronto, mais qui se créent aujourd'hui avec Columbus. Des équipes exceptionnelles qui viennent aussi. Je pense à John Herdman. LAFC, LAFC, etc. Je veux dire, il y a des belles choses qui se passent et je pense vraiment que non, il faut absolument pas vendre à mes yeux. Peut-être que je suis vendu à la cause, mais je trouve que non, il faut absolument garder ce club et continuer à le faire évoluer parce que la marge de progression au Québec, à Montréal, au Canada est juste exceptionnelle. Les gens aiment le foot à Montréal. Mais là, l'excuse, ça va être Gabriel Gervais, j'espère qu'il ne va pas revenir encore avec le même discours de voici combien le CF Montréal a perdu. On a perdu tant d'argent. C'est comme si c'est l'excuse pour justifier le fait que les résultats ne sont pas là. Mais Olivier, tu l'as dit aussi, hein, il y en a d'autres équipes qui n'ont pas plein de cash puis qui réussissent à avoir du succès sur le terrain. Voilà. Saint-Louis. Donc, on attend justement le bilan du CF Montréal au cours des prochains jours. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui vont quitter au cours de l'hiver, genre Kyoto. Peut-être, sûrement, ça risque d'être compliqué pour lui. Il est en fin de contrat, il a été blessé, il revient et forcément... Il y a des petits tiraillements avec la direction sportive aussi. Oui, ça amène à des échanges, à des discussions. Mais bon, on sait jamais dans le foot, dans le sport de haut niveau, quelles ont été les discussions aussi avec lui. Mais on a envie de renouveau, on a envie de voir des joueurs grandir, on a envie de jeunes continuer à évoluer. Tu es en train de dire Jules-Anthony Vilsain va en mettre 15 l'année prochaine, toi, là? Peut-être. Qui sait, mais... Oh! Non, mais t'as vu Chouanière faire des choses... Au vu du contexte, je veux dire, on a quand même des belles choses. Je pense à Mathieu, justement, à d'autres joueurs qui ont grandi, évolué. On voulait voir des Québécois dans cette équipe. On en a, des bons joueurs, mais pourvu qu'ils soient encadrés et qu'ils soient emmenés dans un collectif ultra intéressant. Sans ça, on les envoie à l'abattage, à l'abattoir, et puis ça devient compliqué. Donc j'ai envie de voir ce qui va se passer. Il y a des bons ingrédients. Il faut que la mayonnaise prenne et qu'on puisse faire quelque chose de super intéressant. Et n'oublions pas que la semaine passée, après qu'il ait battu Portland, là, c'était l'équipe de l'heure. Ouais. C'était des génies. Oui. Ça change vite, un peu. Il faut maîtriser ses émotions des fois. Oui, c'est ça. Comme tous ces partisans qui adoraient Wilfrid Nancy et maintenant le détestent. Et là là. Et là là là. Ça. C'est incroyable. C'est la vie. C'est la vie. Hey, les gars, c'est sorti au cours des derniers jours.
On apprend que l'Arabie saoudite aimerait accueillir la Coupe du monde féminine en 2035. I believe it's a bright future. In 10 years' time, I told them it takes time to go to the World Cup. 2035, I know they want to host the Men's World Cup. Why not hosting the Women's World Cup in 2035? They're going to have the AFC competition hosting in 2026. So we're now getting a team ready to be at least competing in that level. And of course, the league is something which is important that we develop our national players in Saudi Arabia. Alors, c'est Monica Stab qui est directrice technique du programme du football en Arabie saoudite. Donc, on apprend que, c'est ça, l'Arabie saoudite voudrait accueillir le tournoi féminin en 2035. Et quoi? Olivier, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que tu nous as texté hier? Non, mais tu disais... J'ai texté beaucoup de choses non, mais hier. Tu disais que un instant. Mais j'espère que Quinn aura pris sa retraite en 2035. Ouais, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jacques-Alexis. C'est Jacques-Alexis? Ah, d'accord. Non, mais premièrement, est-ce que vous voyez ça comme une possibilité? Je comprends que, bon, quand c'est arrivé, mettons, au Qatar, et là, la Coupe du monde au Qatar, masculine, ça a apporté beaucoup de débats, mais là, bon, les joueurs ont réussi un peu à se distancer de tous les débats qui n'avaient pas un lien avec le foot. Mais comment, aujourd'hui, en 2023, on peut imaginer une Coupe du monde féminine en Arabie saoudite? Ben, tu peux l'imaginer en te disant que tu vas jamais dire jamais. Avec tout ce qui s'est passé dans le milieu du soccer international dans les derniers mois, dernières années, j'ai pas envie de dire que ça arrivera jamais parce que ça se peut que ça arrive, tu sais. La FIFA peut, sans décider que ça va être en Arabie saoudite en 2035. Par contre, l'Arabie saoudite a énormément de travail à faire avant d'en arriver là. Puis je sais que, regarde, ultimement, tu veux organiser un tournoi, tu n'as pas nécessairement besoin d'être une puissance dans ton tournoi. Tu veux faire belle figure dans ton tournoi. Mais on parle d'une équipe nationale qui existe depuis l'an passé. Tu parles d'une équipe nationale qui a joué 17 matchs dans toute son existence. Ça part de très, très loin et ça t'en dit long sur la situation du soccer là-bas, la situation des femmes là-bas. Oui, mais c'est énormément de trucs à faire pour aussi bâtir une ligue, parce qu'il y a une ligue féminine qui existe depuis seulement 4 ans là-bas. Puis on est loin d'être au point où est-ce qu'il y a des athlètes de la trempe d'un Neymar ou d'un Cristiano Ronaldo qui décident « je vais aller jouer en Arabie saoudite ». Quand tu regardes la liste, des joueuses étrangères qui sont dans le championnat en ce moment, j'en connais pas une. L'homosexualité n'est pas reconnue, est illégale en Arabie saoudite. Je veux dire, on part de loin. Oui, c'est dans 12 ans, mais le problème, c'est que c'est octroyé tellement d'avance. Là, on ne sait pas ça va être où dans 4 ans. T'sais. On a une bonne idée, ça va être où, mais on le sait pas, là. Comme tu dis, il faudrait quand même qu'il y ait du travail à faire. Et là, ça deviendrait difficile de séparer le foot des autres réalités quand on parle du soccer féminin. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de trucs. On fait attention aux mots. Il y a beaucoup de trucs qui les touchent, évidemment. Beaucoup de restrictions en Arabie saoudite qui viendraient pénaliser des joueuses. Bah, je sais pas si c'est dans le subconscient des gens, mais les gens que j'ai autour de moi et qui partent de l'Arabie saoudite aujourd'hui me disent qu'ils vivent très bien là-bas, qu'il n'y a pas de problème pour les femmes. C'est-tu des femmes? C'est-tu oui, des femmes, pas de problème pour les femmes homosexuelles? Ça, c'est autre chose, je sais pas. C'est ça, t'sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on vient et que dans la FIFA, on se dit, bah, voici les membres de la FIFA qui sont susceptibles ou capables d'accueillir la Coupe du Monde. Je veux dire, soit on les retire de cette liste-là, soit on les met. Et on dresse une liste de pays fréquentables qui sont acceptables dans le monde et d'autres qui sont infréquentables. Mais avoir tous les 2 ans cette discussion autour de savoir quels seraient les pays qui auraient le droit justement de garantir
d'accueillir une Coupe du Monde. Eux, c'est bon, eux, ça passe pas. Bah, eux, ils ont ce problème-là, etc. Eux, ils n'ont pas ce problème. Je veux dire, qu'on le fasse tout de suite, qu'on régisse ça au niveau de la FIFA et qu'on sorte la liste de pays fréquentables. Moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie autour de ça. On sait que les pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar financent énormément le football aujourd'hui. La réalité, c'est que l'argent vient de partout. D'Arabie Saoudite, je veux dire, tu vas en première ligue. Tu vas à Newcastle. Non, mais tu vas dans tous les pays. Je veux dire, dans tout est imbriqué. On ne peut pas juste venir d'une certaine façon et dire non, ils ne peuvent pas accueillir parce que ceci, parce mais que dans cela. le soccer féminin, tout ce que tu as dit, qui sont impliqués un peu partout, là, c'est du foot masculin. Là. Cette année, c'était quoi? C'est l'Office du tourisme? Visite Saoudi, c'est l'Office du tourisme qui voulait commanditer, qui voulait être partenaire de la Coupe du monde féminine en Australie-Nouvelle-Zélande. Il y a eu tellement de critiques les joueurs ont été obligés de se retirer. Exactement. C'est là que je dis que en 12 ans, là, il y a beaucoup de travail à faire pour que ça soit accepté dans le bassin de joueuses. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont avoir pris la retraite d'ici là, mais j'ai pas l'impression que le courant va changer tant que ça. Non, bien sûr, mais justement, il faut arriver à avoir quelque chose de très clair et pas rentrer dans ces conversations tous les 2 ans, tous les 4 ans. Je veux dire, ce football est imbriqué. Il y a beaucoup. Je trouve que le soccer féminin a beaucoup plus peut-être de responsabilisation et d'éthique au niveau de l'inscription du foot. C'est plus ancré peut-être au soccer masculin, mais je trouve ça dommage que tous les 2 ans, on ait justement à penser et à se dire mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Il faut arriver à gérer ça de la meilleure des façons et ne pas avoir ces discussions qui pourrissent un petit peu l'esprit du sport. On veut se concentrer sur le jeu, sur le fait de voir des joueuses s'exprimer au mieux, mais tu as toujours justement ce regard-là qui amène ce type de discussion de géopolitique et de droits de l'homme, de beaucoup de choses qui corrèlent au foot. Et je trouve que la FIFA doit faire ce travail. Soit on décide justement que des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite sont fréquentables et peuvent s'inscrire dans le projet de la FIFA, donc on y va. Ou alors, non, on ne le fait pas concrètement. Ils ne font pas partie justement des registres, des valeurs qu'on veut partager et on les sort, c'est tout. Mais on ne peut pas prendre ce qu'ils amènent justement dans différents championnats et la manne financière qu'ils prennent, puis de l'autre côté leur cracher dessus et dire bah non, on ne veut pas justement de votre morale. Vous ne prenez pas l'argent qui va avec et on ne prend pas les valeurs non plus. C'est l'argent qui mène, mais il n'amène rien dans le soccer féminin. Là, mais c'est ça la réalité. Dans cette optique-là, mettons tu dis en 2023, mettons que la Coupe du monde féminine avait eu lieu en Arabie Saoudite, mais que 75% des joueuses avaient dit non, on va pas là. Qui gagne? C'est là que tu peux dire qu'un pays est admissible à accueillir une Coupe du monde, mais en même temps, si tu prends le risque qu'il y ait un énorme bassin de joueuses qui boycottent un tournoi... Parce que les filles vont le faire. C'est ça l'affaire, les filles vont le faire. C'est ça que, à quelque part, moi, je lève mon chapeau, c'est que les joueuses, quand justement l'Arabie Saoudite voulait commanditer, ils ont dit non, nous, on n'embarque pas là-dedans. Ils vont se lever pour... même quand ça les touche, mais même quand ça les touche pas, ils vont se lever pour les injustices et tout. Les joueurs, mais ils vont faire non, ça me concerne pas, j'ose pas me prononcer, là, je m'en vais, moi, je me concentre juste Jordan sur le Anderson foot. qui disait qu'il comprenait pas pourquoi les partisans le huaient à Wembley. C'est-tu de l'aveuglement? Il y a vraiment une différence de culture, de mentalité. C'est comme si les joueurs et les hommes n'osent pas parler, puis ne peuvent pas parler parce que moi, je suis ici pour jouer au soccer, puis je veux pas être pénalisée, quoi que ce soit, tandis que les femmes se donnent un devoir, ont une responsabilité. Il y a vraiment une différence, puis tu as raison, Ali. Si jamais ils décidaient, on fait une Coupe du monde en Arabie Saoudite, les femmes se lèvent puis disent « Moi, j'y vais pas ». Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses vraiment que toutes les femmes vont dire non? Une grosse partie. Oui, mais il y en aura toujours qui diront oui. L'Arabie Saoudite, les joueurs... Non, même dans il y en a des joueuses étrangères là, qui sont dans ce championnat-là. Ça existe. Là. Il y en a qui sont prêtes à y aller. Les grandes nations, là, les grands pays européens, le Canada, les États-Unis, la majorité se sont insurgés quand l'Arabie Saoudite voulait... Quand la FIFA se plaint déjà que les grandes nations européennes ne veulent pas payer pour diffuser la Coupe du monde féminine, je veux dire, si tu amputes les meilleurs du monde de ton tournoi principal... Écoute, je sais pas. C'est pour ça, c'est très délicat, puis je suis content de ne pas être dans leurs souliers. Non, écoute, à première vue, je me dis, mon Dieu, ce serait surprenant que ça arrive, que la Coupe du monde féminine soit octroyée à l'Arabie Saoudite, mais on a vu au cours des dernières années que tout est possible avec la FIFA.
Alors, nous avons une petite annonce pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est malheureusement, il faut qu'on annonce que c'est malheureusement le dernier épisode de notre balado Tellement Soccer. Vous comprendrez que ce n'est pas notre décision. La ligne officielle, c'est une décision administrative. Évidemment, je pense qu'on est déçus. Je parle, mais je pense je parle pour nous trois. Tellement Soccer, c'était notre bébé en quelque sorte. Vous savez, quand on travaille 37-40 heures semaine, ben, j'essaie d'expliquer ça à mes enfants qui n'ont pas toujours le goût d'aller à l'école. C'est pas vrai que chaque minute, chaque heure nous tente ou chaque projet nous tente, mais celui-ci, c'était celui qu'on aimait le plus. Bon, vous allez dire, c'est donc bien cucu, Christine, mais le lundi matin, me lever pour venir travailler, pour faire Tellement Soccer, moi, ça me faisait vraiment plaisir. Il faut dire qu'on est quand même privilégié, choyé d'être payé pour parler d'un sujet qui nous passionne, payé pour travailler avec nos amis, même si on se tape ses nerfs des fois. Surtout toi puis moi. Surtout toi puis moi. Moi, je veux dire aujourd'hui, les gars, que je suis fière de ce qu'on a accompli au cours des dernières années. Je suis fière qu'on se soit donné comme mandat de donner une voix au soccer féminin, entre autres, une voix aux talents, aux joueurs d'ici, au moment où personne ne parlait d'eux encore. Je pense notamment à Ismaël Koné. On a parlé beaucoup de la D1 Arkema, de la NWSL, d'Evelyne Vien, alors que personne n'en parlait, tellement Vien qui, présentement, casse tout en Italie avec l'AS Roma. Ça a été une aventure vraiment cool, vraiment merveilleuse. Je vais avoir quelques remerciements à faire en mon nom, en notre nom, mais pour l'instant, les gars, je vais vous donner un peu droit de parole. C'est moi qui décide. Vous avez le droit de parole. Savoir qu'est-ce que ça a représenté pour vous, justement, cette aventure et à quel point ça a été un privilège pour vous de travailler avec moi. Tout simplement. Elle n'est pas barrée, hein? Sacrifice qu'elle n'est pas barrée. Non, tu l'as bien dit, ça a été un privilège de faire ça. Les gens qui étaient à l'écoute, qui regardaient, merci d'avoir été au rendez-vous. Encouragez un journaliste aujourd'hui. Continuez de vous informer. Regardez notre site web, lisez-nous. Achetez un journal une fois de temps en temps aussi. Puis surtout, continuez à penser au jeu de mots dégueulasse que j'ai fait quand Christine était soit en congé, soit en vacances. Épouvantable. Elle n'a pas tard. Assoun. Bah oui, bah écoutez, merci. Merci à toi, Christine. C'était un privilège de collaborer à tes côtés. Donc, tu parlais du lundi matin, c'était du bonbon. Pouvoir parler de foot, comme tu l'as dit, c'est un privilège. Donc, c'était un mandat particulier aussi parce qu'on parlait justement de thématiques qui n'étaient pas mainstream la plupart du temps. Et puis, on avait comme mission de pouvoir les présenter aux gens. Donc, forcément, c'est un regard, une touche particulière. Et puis, c'est une sorte de fierté aussi. Et Olivier aussi, merci à toi. Merci d'être Olivier, tout simplement, pour ceux qui te connaissent. Ta personnalité exceptionnelle aussi. Puis, c'était un plaisir vraiment de collaborer avec toi aussi. J'ai passé je garde que des bons moments, vraiment, vraiment. Je joins à ça à Jacques Alexis, bien entendu, qui est à la console et qui est une super rencontre. Je parle tant sur le plan professionnel qu'humaine aussi, vraiment. J'ai passé des super moments à ses côtés. À t'obstiner un peu. Ouais, aussi, à discuter, à échanger, bien entendu, de foot, mais de bien d'autres choses. On a voyagé aussi à travers des conférences à Moncton et plein d'autres choses. Et ça a été des super découvertes humaines. Donc, juste pour ça, je me sens vraiment privilégié. Je voulais te dire merci énormément, Jacques-Alexis, pour tout le travail que tu as fait aussi, parce que sans toi, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et je rejoins l'équipe à ça aussi, Souli, tous les autres, Benoît, tous vraiment exceptionnels. Et c'est ça, c'est une sorte de clap de fin pour moi aussi, au sein de Radio-Canada Sport. Puis j'ai été heureux de passer de super moments avec vous et j'ai juste envie de vous dire merci pour tout. Et je vous souhaite une très très belle continuation dans ce que vous faites parce que vous le faites très très bien. Merci à vous. Ben merci, j'allais dire malgré tout, c'est pas correct. Là. Merci Radio-Canada Sport quand même d'avoir donné une voix au soccer dans un marché qui, on va le dire, est largement dominé par le hockey, Nick Suzuki et Cole Caulfield. On a pensé peut-être plugger Slavkovski, Suzuki, Caulfield dans chaque bloc de soccer pour aller chercher plus de clics, mais non, ce n'est pas notre mandat. J'espère honnêtement qu'à Radio-Canada Sport, on va pouvoir continuer à être un modèle dans le paysage sportif québécois, de ne pas nécessairement parler de la même chose
que les autres médias, mais parler de ce dont on doit parler, de donner une visibilité à ceux qui le méritent. Oui, tu l'as dit, merci à Jacques-Alexis. Pour être honnête, je ne pense pas que, personnellement, moi, j'étais le choix numéro 1 ici pour animer ce balado. Cette idée est née. On a dit, bon, ben on va faire des pilotes. Il y a Jacques-Alexis, je sais, qui a levé la main, qui dit, hey, Christine, elle connaît un peu le soccer, puis elle a déjà fait de la radio. On pourrait l'essayer. Puis après ça, ben, on a fait des pilotes et on a fait quelques années de ce balado-là. Merci, Jacques-Alexis, pour ta vision. Merci d'avoir tout donné pour ce balado-là, d'avoir cru en nous et en le projet. Merci pour tout, sauf les maudits boosters que tu mets sur ma chaise pour me permettre d'être plus grande parce que tu trouves qu'on voit pas assez ma face. Merci, Olivier, d'être Olivier. Merci pour ton cerveau, pour tes références... niché, je pense que c'est même pas le mot. Merci pour ton amitié. Assoun aussi, merci pour ton amitié. Merci de nous avoir permis d'entrer dans la tête d'un joueur. La tête d'un joueur, même commotionné, c'est quand même moins pire que la tête d'Olivier Tremblay. Merci les gars pour ce fun qu'on a eu. Merci à Benoît, Souli, Yann, Kevin, Simon, Antoine, bref, les invités, toutes les personnes qui sont passées sur nos différents plateaux à travers les années, qui ont fait de ce balado un succès. Merci à vous, les fans d'Olivier Tremblay et d'Assoun Camara, les amateurs de soccer, ceux qui ont été fidèles, qui continuent de nous écrire sur les réseaux sociaux, même si des fois, c'est pour ne pas être d'accord avec nous ou nous insulter. Au moins, ben, on jase poliment, puis on aime ça. Oui, c'est la fin de Tellement Soccer dans la forme actuelle, mais c'est pas la fin de notre trio, n'est-ce pas? Vous êtes pognés avec nous parce que le soccer, ben, c'est notre passion. On va continuer de parler de soccer dès qu'on va nous offrir une vitrine pour le faire. Parce que les gars, parce qu'après tout, comme disait l'autre, football is life, n'est-ce pas? Merci beaucoup. À bientôt. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.